Il faut s'imaginer un scénario d'une précision médicale effroyable. Imaginez survivre à un accident cinétique catastrophique, disons une chute de plusieurs étages ou un grave accident de la route. Ouais, un choc massif. C'est ça. Et là, pas une seule infection interne. Les chirurgiens accomplissent un miracle absolu de reconstruction. Et pourtant, 3 semaines plus tard, le propre corps du patient déclenche une guerre chimique d'une telle violence que ses organes lâchent les uns après les autres. Des organes qui étaient pourtant intacts lors du choc. C'est le grand paradoxe de la traumatologie moderne, en fait. Exactement. Et aujourd'hui, notre exploration au cœur des sources nous emmène exactement là, sur ce champ de bataille terrifiant et totalement stérile du traumatisme systémique. Je suis ravie de plonger là-dedans aujourd'hui. Bonjour, ravi d'être là pour décrypter tout ça. La réponse systémique à la blessure. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce que survivre à l'impact initial, à la tôle froissée ou à l'hémorragie, ce n'est finalement que le prologue, non? Absolument. C'est un changement de paradigme fondamental dans la façon dont la médecine perçoit la guérison. Historiquement, on se concentrait sur l'immédiateté mécanique. Recoudre les tissus, stopper le saignement. C'est ça, stopper l'hémorragie massive, maintenir la pression artérielle. Et il faut reconnaître que les soins préhospitaliers sont devenus remarquablement performants. La mortalité dans les toutes premières 24 heures a chuté de façon spectaculaire. C'est une immense victoire chirurgicale, mais en lisant les données, on a l'impression que la ligne de front s'est juste déplacée. Oui, elle s'est déplacée vers un horizon clinique beaucoup plus complexe, et souvent très sombre pour ceux qui survivent à l'événement initial. On voit émerger deux nouvelles trajectoires fatales qui semblent presque déconnectées de la blessure d'origine. Le premier groupe, c'est la défaillance multiviscérale retardée, c'est bien ça, hein? Exactement. Des organes qui n'ont absolument jamais été touchés par l'impact physique, genre les reins, le foie, les poumons, eh bien, ils cessent soudainement de fonctionner des jours ou des semaines plus tard. C'est fou! Et le coupable direct, ce n'est pas le traumatisme anatomique. C'est une réponse inflammatoire systémique du corps qui devient totalement incontrôlable. Et puis, il y a un deuxième groupe confronté à une pathologie tout aussi redoutable, le syndrome PIX. Ah oui, le PIX. Pour inflammation persistante, immunosuppression et catabolisme. En examinant ce concept dans les sources, j'ai trouvé que ça ressemblait à un vrai purgatoire métabolique. C'est le terme parfait, ouais. Un purgatoire. Ces patients survivent en soins intensifs pendant des mois, mais leur organisme reste bloqué dans une phase de destruction. Le corps consume littéralement sa propre masse musculaire pour trouver de l'énergie. Tout en devenant incapable, paradoxalement, de repousser une infection mineure. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, la différence fondamentale entre la guérison et le décès ne réside plus dans la sévérité du fémur fracturé. D'accord. Elle réside dans l'incapacité de l'organisme à éteindre son propre système d'alarme. En temps normal, pour une petite coupure, l'inflammation est locale, elle nettoie la plaie et s'arrête. Mais face à un polytraumatisme, c'est différent. Ah oui, le signal de détresse est d'une telle magnitude que le système immunitaire inné se dérègle totalement. Ça devient une tempête aveugle à l'échelle du corps entier. J'ai une analogie en tête pour ça. Ça fait penser à une ville frappée par un tremblement de terre. Les secouristes cellulaires arrivent en masse pour stabiliser les zones détruites, mais au lieu de déblayer les gravats méthodiquement, ils sont tellement saturés d'alerte, tellement en panique, qu'ils se mettent à démolir au bulldozer les hôpitaux et les ponts qui tenaient encore debout. C'est une excellente image. Ils anéantissent l'infrastructure qu'ils sont censés protéger. Mais la vraie énigme scientifique ici, c'est l'étincelle qui déclenche ce chaos. Normalement, quand on parle d'inflammation massive et de fièvre, on pense infection, une septicémie bactérienne. Mais là, on parle d'un environnement stérile. Il n'y a aucun agent pathogène. C'est le cœur du paradoxe. L'inflammation stérile. Les symptômes d'un patient en soins intensifs ressemblent trait pour trait à ceux d'une septicémie foudroyante, mais sans la moindre bactérie. Alors, qu'est-ce qui déclenche ça? Le système immunitaire est déclenché par ce que la biologie nomme les DAMS, Damage Associated Molecular Patterns. En français, on appelle ça des alarmines. Des alarmines. Ce sont des molécules qui viennent de notre propre corps, c'est ça? Exactement. Des molécules endogènes qui ne posent aucun problème tant qu'elles restent à leur place. Et l'une des plus fascinantes, c'est la protéine HMGB1. HMGB1, une protéine qui, à l'état naturel, réside paisiblement dans le noyau de la cellule pour stabiliser notre ADN, si j'ai bien compris. Son rôle est super constructif. Absolument. Jusqu'à ce que la cellule subisse un stress extrême ou soit physiquement écrasée. Là, la membrane se rompt,
Le noyau éclate et cette fameuse HMGB1 se déverse massivement dans la circulation sanguine. Et c'est là que ça dégénère. Et comment? Sa biochimie dicte toute l'ampleur du désastre. En fait, son comportement à l'extérieur de la cellule dépend rigoureusement de son état d'oxydoréduction. C'est d'une précision mécanique incroyable. C'est-à-dire? Eh bien, la molécule possède 3 acides aminés de type cystéine. S'il y a un groupe thiol présent sur la cystéine 106, la protéine va se lier aux macrophages et leur ordonner de libérer du TNF, une cytokine super agressive. Oula. Mais attendez, si les conditions chimiques forment une liaison disulfure entre la cystéine 23 et la cystéine 45, la molécule entière devient un puissant pro-inflammatoire général. D'accord, mais il y a une troisième option, non? Oui, si l'environnement maintient ces 3 cystéines dans un état réduit, la protéine perd complètement sa fonction destructrice. Elle devient purement chimiotactique, un simple signal d'attraction pour les globules blancs sans tirer sur les tissus sains. Attendez, il faut s'arrêter un instant là-dessus parce que c'est fou. Une simple modification des liaisons chimiques sur ces cystéines change totalement sa fonction. C'est un véritable couteau suisse moléculaire, quoi. C'est exactement ça. Selon la manière dont ces lames sont dépliées par les conditions oxydatives du sang, elle appelle la cavalerie pacifiquement ou alors donne une frappe d'artillerie lourde sur les tissus. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que cette capacité de la HMGB1 à voyager explique un phénomène super troublant des sources. Lequel avez-vous en tête? Le fait qu'un patient qui subit un violent traumatisme crânien développe très souvent des lésions pulmonaires aiguës sévères. Ah oui, la démonstration parfaite de cette diplomatie chimique nocive. Le traumatisme initial détruit le tissu cérébral, d'accord? Les cellules du cerveau libèrent massivement cette HMGB1. Et ensuite, La protéine, sous sa forme oxydée agressive, voyage par le système vasculaire, elle quitte le crâne et vient s'arrimer aux récepteurs des tissus pulmonaires. Elle déclenche une inondation inflammatoire dans les poumons. alors même que le thorax n'a rien subi pendant l'accident. Rien du tout. Le système respiratoire se noie dans l'inflammation à cause d'un signal de détresse nucléaire provenant du crâne. C'est terrifiant. Mais le HMGB1 n'est que la première étape, parce que quand des millions de cellules sont broyées, leurs entrailles inondent le sang. Et ça inclut leurs centrales énergétiques, les mitochondries. Les mitochondries. Explorer ça, c'est plonger dans les tréfonds de l'évolution humaine. C'est profondément vertigineux. Pourquoi? À cause de leur origine ancestrale? Oui. Il faut se rappeler qu'il y a des milliards d'années, les mitochondries étaient des bactéries indépendantes. Elles ont été intégrées dans nos cellules de manière symbiotique. De ce passé, elles conservent leur propre ADN circulaire. Un ADN qui ressemble vachement à l'ADN bactérien, c'est ça? Exactement. Il diffère de l'ADN de notre noyau et possède des similitudes moléculaires indéniables avec les bactéries. C'est le principe de l'agent dormant, en fait. Notre système immunitaire tolère ces structures bactériennes ancestrales tant qu'elles restent confinées dans la cellule à produire de l'énergie. Tout à fait. Mais lors d'un choc traumatique, les tissus se déchirent, cet ADN mitochondrial libre, le CFMTDN, se répand par vagues dans le sang. Et le système immunitaire, en patrouillant, tombe dessus. Il ne voit pas des résidus d'énergie. Il se dit « alerte rouge, invasion bactérienne massive ». Ce qui est fascinant ici, c'est l'intensité de cette erreur d'identification. Les relevés cliniques montrent que chez les polytraumatisés graves, les niveaux de cet ADN libre sont des milliers de fois supérieurs à la normale. Et il ne voyage pas seul. Il y a une autre protéine, non? Oui, la protéine TFAM, une protéine mitochondriale qui partage des traits troublants avec la HMGB1 dont on parlait. Leur interaction agit comme un détonateur. Ça active des voies inflammatoires surpuissantes comme l'inflammasome ou la voie STING. Des voies d'ordinaire réservées aux virus gravissimes. Exactement. Donc l'organisme déploie son arsenal le plus lourd contre ses propres débris, croyant repousser une septicémie foudroyante. Mais ça doit épuiser le corps, non? Ah, c'est un coup métabolique cataclysmique. À force de gaspiller ses cytokines et l'énergie de ses cellules immunitaires contre cet ennemi fantôme, le système s'épuise intégralement. D'où la vulnérabilité aux vraies infections qui arrivent plus tard, l'immunosuppression du syndrome PIX. Voilà. Le patient survit à une guerre contre ses propres mitochondries et se retrouve sans défense face à un banal staphylocoque ou une pneumonie nosocomiale quelques semaines plus tard. C'est une ironie physiologique cruelle. Et le désastre s'élargit encore, parce que la source des alarmines, ce n'est pas que l'intérieur des cellules. L'architecture même qui cimente notre chair, la matrice extracellulaire, devient toxique. Et là, on doit parler du biglycane. Le biglycane, un protéoglycane fascinant. Dans les tissus intacts, son rôle est pacifique. Il lie les fibres de collagène.
Mais quand un trauma disloque cette matrice, le biglycan est cisaillé. Il est relâché sous une forme soluble dans le sang. Et cette forme soluble est super dangereuse parce qu'elle contourne les sécurités, c'est ça, hein? C'est ça. Typiquement, pour qu'un macrophage libère de l'interleukine 1 bêta, une cytokine très redoutable, il lui faut 2 signaux distincts. Le premier amorce la production inactive, le second active l'inflammasome pour relâcher la molécule. C'est l'équivalent biologique d'un lancement de missile nucléaire? Comment ça? Ça nécessite 2 clés tournées simultanément par 2 opérateurs différents. Le système veut être absolument certain que la menace est réelle avant de lancer la bombe. C'est une super métaphore. Et le biglycan soluble court-circuite tout ce protocole de sécurité, en se liant à la fois au récepteur TLR2 ou TLR4 et à un récepteur purinergique distinct. Cette seule molécule valide les 2 étapes. Une clé passe-partout de très haute sécurité qui débarque des décombres et déverrouille le largage de l'interleukine sans aucune modération. La perte complète de régulation est vraiment le fil conducteur ici. Et ça nous mène à un autre composant ravageur, l'hème libre. L'hème de l'hémoglobine. Oui. En cas de choc hémorragique sévère, des millions de globules rouges sont détruits. Les protéines de nettoyage, comme l'aptoglobine, tentent de capturer l'hémoglobine libre, mais elles sont instantanément saturées. Et le noyau de l'hémoglobine, l'hème, qui contient le fer, se retrouve libre dans le plasma. Pourtant, on associe souvent le fer dans le sang à la vitalité, à quelque chose de positif. Tant qu'il est confiné, oui. Mais libre, ce fer agit comme un agent pro-oxydant foudroyant. Il arrache physiquement des électrons aux lipides des cellules saines. Et pire encore, quand l'hème libre interagit avec les macrophages, il induit la nécroptose. La nécroptose, c'est différent de l'apoptose classique. L'apoptose, c'est un démontage ordonné, non? Exactement. C'est comme déconstruire un bâtiment brique par brique, de l'intérieur, pour éviter que les gravanes bloquent la rue. La cellule emballe ses déchets proprement, mais la nécroptose causée par l'hème libre, c'est une détonation incontrôlée. C'est ça. La membrane du macrophage gonfle et éclate. Elle relâche tout son contenu corrosif directement sur les tissus adjacents. L'hème transforme les équipes de nettoyage en bombes à fragmentation. D'accord. Donc on a une réaction en chaîne redoutable. HMGB1, ADN mitochondrial, biglycan, hème toxique. Mais pour qu'un cri déclenche une réponse, il faut des oreilles. Des récepteurs, oui. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Comment les cellules de nos reins ou de nos poumons interceptent-elles cette cacophonie stérile? Les récepteurs responsables sont les PRR, Pattern Recognition Receptors. À la base, ils scrutent les motifs des agents pathogènes. Les plus connus sont les TLR, les Toll-like Receptors. D'ailleurs, c'est fascinant parce que leur rôle a d'abord été découvert chez la mouche drosophile, avant l'humain. C'est fou de se dire que nos cellules sont tapissées de ces mêmes détecteurs ancestraux de la drosophile, toujours prêts à intercepter le biglycan. Mais l'alarme sonne aussi à l'intérieur des cellules, pas qu'en surface. Oui, grâce aux récepteurs NLR. Ce sont des sentinelles intracellulaires. Ils s'assemblent pour former l'inflammasome. Et c'est là que la génétique entre en jeu. Des petites variations génétiques dans un gène appelé NLRP3 influencent considérablement l'agressivité de la réponse. Donc face à un accident rigoureusement identique, 2 personnes auront des risques radicalement différents de sombrer dans une défaillance multiviscérale. Tout à fait. À cause du calibrage purement génétique de leur propre détecteur de fumée. Le destin clinique qui se joue sur une protéine. Et tout à l'heure, pour les poumons, vous parlez d'un transfert de l'inflammation. Il y a un récepteur spécifique pour ça. Le récepteur RHGE, Receptor for Advanced Glycation and Products, il est abondant sur les cellules pulmonaires et capte la HMGB1 libérée par le cerveau. Et tout ça laisse des traces mesurables dans le sang, les biomarqueurs. Comme la protéine C-réactive, la CRP. Oui, et surtout la PTX3, produite directement sur le site de la blessure. Sa concentration maximale dans les 24 heures prédit la survie du patient. Les médecins peuvent donc anticiper la gravité de cette guerre interne. J'ai aussi vu mentionner la protéine S100B pour les dommages neurologiques. Oui. Des taux élevés de S100B dans les 3 heures signifient que la barrière hémato-encéphalique a cédé, laissant fuiter ces protéines hors du cerveau. Mais face à cette mécanique de destruction, j'ai une objection purement logique. Je vous écoute. Puisque la science sait que ce sont ces récepteurs, les TLR, les RAGE, qui traduisent ces débris en autodestruction, pourquoi on ne les désactive pas ? Pourquoi on n'administre pas des inhibiteurs massifs juste après le choc pour préserver les organes ? Cela soulève une question importante, et c'est probablement l'écueil le plus vertigineux en soins intensifs. Sur le papier, bloquer l'inflammation semble logique. Bah oui. Mais in vivo, c'est extrêmement dangereux.
En désactivant ces récepteurs, on arrête la panique, certes, mais on prive le corps de sa capacité à percevoir ses propres dommages et à initier le nettoyage nécessaire à la cicatrisation. On neutralise le potentiel de régénération en voulant éteindre l'incendie, en fait. C'est un équilibre létal. Prenez les expérimentations sur des modèles de brûlures sévères. Les chercheurs ont inhibé la caspasin, l'enzyme clé de l'inflammasome, pour protéger les tissus sains. Et ça a mâché? Non, un désastre. La mortalité a significativement augmenté. Cette inflammation initiale, même si elle peut s'emballer, a un rôle protecteur vital. Elle circonscrit la zone morte et appelle les cellules souches. Donc éteindre complètement le système d'alarme, c'est retirer les fondations de notre résilience. Le défi, c'est de moduler l'alarme pour qu'elle nettoie la forêt sans brûler le continent. Parfaitement résumé. L'équilibre est d'une précarité vertigineuse. Pour récapituler cette immersion analytique, un organisme en état de choc sévère ne succombe pas nécessairement à l'énergie du métal ou du béton. Il s'effondre de l'intérieur. Il commet une erreur d'interprétation fatale. C'est ça, il confonde les fragments de sa propre intégrité, l'ADN mitochondrial, le fer libre, les protéines nucléaires, avec une invasion de pathogènes mortels. Le corps livre une guerre totale contre son propre reflet moléculaire. Une guerre déclenchée par une profonde inadaptation évolutive face au traumatisme moderne. Aujourd'hui, maintenir un patient polytraumatisé en vie, c'est devenir l'arbitre d'une crise diplomatique cellulaire. Saisir cette complexité modifie fondamentalement notre perception de la biologie humaine. Et ça laisse entrevoir une perspective super troublante, pour terminer là-dessus. Laquelle? Si le système immunitaire inné réagit avec une telle agressivité à des dommages cellulaires, que se passe-t-il à une échelle moins extrême? Est-il envisageable que le stress psychologique chronique, la privation de sommeil ou l'usure du vieillissement provoquent des microfuites constantes? Des microfuites silencieuses de HMGB1 ou d'ADN mitochondrial? Exactement. Qui s'accumuleraient au fil du temps, maintenant l'organisme dans un état d'auto-inflammation systémique, diffus, invisible sur les bilans standards. Une usure chronique venant de l'intérieur. C'est une hypothèse tout à fait fascinante. Et ça remet en question toute notre vision du stress quotidien. Une piste fascinante à explorer au-delà de cette analyse et qui invite notre auditoire à reconsidérer la manière dont notre corps perçoit chimiquement notre environnement. Merci de nous avoir accompagnés dans ce décryptage ardu mais passionnant. À très bientôt.